Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Au sommaire de votre journal d'actualité, à Gland, cette importante rénovation en vue pour le pont de la Vicreuse. Copet qui enterre son projet de contournement routier et rencontre avec les nouveaux tenanciers de l'auberge de Trélay. Mais avant toute chose, un mot sur ce projet de régionalisation de l'épuration des eaux qui ne fait pas l'unanimité. Cette semaine, des habitants des 5 communes riveraines du site glandois du Lavasson, qui est retenu pour cette construction, ont reçu un tout-ménage. Un document signé par le nouveau comité d'opposition nommé Stop Step Gland. Florian Cavalleri, Greg Barnil. Il y a donc un comité qui est sorti du bois. Tout à fait. Tout à fait, ce comité a été élaboré simplement parce qu'on a été très surpris d'apprendre qu'il y avait une méga step. On n'a pas eu d'informations. Les gens, les promeneurs, on va dire, c'est un lieu de promenade. Ici, c'est le poumon vert de Gland. Eh bien, chaque fois qu'on leur pose la question, ils ne savent pas. Donc c'est quand même un peu bizarre dans une ville de 10 000 habitants. Et puis, on parle toujours de... À Gland, on dit toujours que Gland n'a pas de cœur. Mais maintenant, si on enlève le poumon vert, qu'est-ce qui va rester, hein? Mais quels sont les arguments? Vous dites stop à cette méga station, vous opposez à l'utilisation du site du Lavasson, l'utilisation de terres agricoles et donc la suppression de ce poumon vert dont vous venez de nous parler. Mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas la mettre quelque part, cette méga step? Alors, moi, ce que je trouve tout simplement, c'est que c'est très très grand. On a d'autres steps qui existent, comme celle de Nyon, qui est à 50% de son utilisation. Alors c'est un peu dommage de la supprimer parce qu'on a eu vent qu'elle allait être supprimée. Donc la faire tourner à plein régime, ça serait peut-être pas mal avant de faire une méga step ici. Peut-être chercher d'autres terrains. Et finalement, on ne sait même pas pourquoi cette méga step elle vient ici. Pourquoi Gland et pourquoi pas Nyon et pourquoi pas Rolle, etc. Après, il y a... je sais pas, je vais me tourner. Les gens qui se promènent là, ils ont un espace vert qui reste de plus en plus tenu chez nous, en Suisse même en général. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution qui sera peut-être plus adaptée? Après, il y a peut-être une autre inquiétude. Petite step, petit souci, grande step, grand souci. Je crois que moi, ça serait mon point de vue aussi. Et puis venant du domaine de l'activité puis des soins en général, je trouve que mettre une méga step à côté d'un centre sportif, alors que dans la page web de Gland, on vend ce centre sportif comme un ballon d'oxygène, je trouve que c'est un peu paradoxal. La guerre contre cette méga step est lancée, vous êtes donc un comité formé... C'est pas une guerre, je crois qu'il ne faut pas employer ce terme, c'est une réflexion. C'est une réflexion pour le bien des populations aux alentours. Donc c'est un acte citoyen, c'est rien d'autre. Qui se cache derrière ce comité? Personne. Le comité, vous pouvez aller, il y a un site, et le site, vous pouvez aller le visionner et nous contacter, et vous pouvez venir à nos séances. Mais je crois qu'il y a des représentants à peu près de tous les villages alentours. Il y a la commune de Loing qui est très impliquée, pour la bonne raison que si on tourne la tête loin, on est tout près, hein, on n'a qu'à traverser l'autoroute. Après, il y a quelques communes qui se sont avancées. Vous êtes prêt à aller jusqu'à où? Jusqu'au référendum? On verra, suivant les événements, suivant les discussions, comment ça évolue. On va prendre les choses point par point. On avancera à petits pas, mais on va avancer. Et j'allais dire, sans jeu de mots, prochain step, prochain pas pour ce comité. Quelle sera l'action? On vous voit avec un écriteau. Alors, l'écriteau, c'est juste pour sensibiliser parce que vous êtes là aussi. Mais c'est possible qu'on se mette au bord de la route et puis qu'on le montre aux gens, tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit au début, et d'ailleurs on peut même faire le test, prendre n'importe quelle personne qui passe et lui demander si elle est au courant de la step. Et ça fait un moment que je me promène là, j'ai demandé à pas mal de gens, personne ne le sait. La municipalité de Gland demande au conseil communal un crédit de près de 2 millions de francs pour rénover le pont de la Vicreuse qui enjambe les voies CFF. Au programme, 20 semaines de travaux entre mai et octobre 2019. Des travaux qui entraîneront naturellement des perturbations. Le trafic ferroviaire sera même interrompu durant 2 week-ends. Florian Cavalleri.
Ce pont a été construit en 1968, puis il a été élargi en 1990 avec les trottoirs et pistes cyclables à droite et à gauche qui ont été des rajouts avec des poutrelles métalliques. On savait que la durée de vie de ces rajouts serait d'environ 25 ans. Ils ont maintenant 28 ans. On les a bien sûr fait analyser pour savoir dans quel état ils étaient. On voit que maintenant on a une certaine corrosion qui nous oblige en fait à faire des travaux d'assainissement sur ce pont. Ces travaux vont avoir lieu l'année prochaine, donc entre le mois de mai et le mois d'octobre de l'année prochaine, avec bien sûr des problèmes au niveau de la circulation, puisqu'on va devoir mettre en place une circulation alternée avec des feux sur ce pont et avec des fermetures de pont pendant 2 jours au départ et 2 jours à la fin pour le montage et le démontage des échafaudages. Le montage de ces échafaudages va aussi nous amener à un arrêt complet des trains qui va aussi, bien évidemment, engendrer certains coûts puisque les CFF vont nous refacturer tout ça. Au total, vous demandez un crédit de près de 2 millions de francs pour réaliser ces travaux et ces travaux sont entièrement à la charge de la commune. Oui, effectivement, ce pont qui engendre la voie CFF appartient à la commune et en conséquent, le coût entier de ces travaux est à la charge de la commune. Ces travaux étaient bien sûr au plan d'investissement chez nous. Par contre, on a dû avancer un tout petit peu les travaux, non pas à cause de l'état du pont, mais à cause des CFF qui, eux, ont des fenêtres où ils autorisent de faire des travaux sur la voie de chemin de fer. Le conseil communal de Coppet abandonne le projet de contournement de la commune, un projet qui datait des années 70. Pour évoquer ce sujet, le syndic de Coppet est avec nous, Gérard Produit. Bonjour. Bonjour. Alors, ce sont les arguments de la municipalité qui ont convaincu le conseil. Quels arguments vous avez mis en avant ? Alors, l'obligation de statuer sur la planification, l'inconvénient que génère en fait une emprise avec une possible construction aux abords du château qui manifestement aurait des conséquences difficiles sur la vue quand on sort de la gare de Coppet puis qu'on a le château puis qu'en fait s'il y avait le contournement on aurait une infrastructure type béton, route avec des bretelles, etc., différents ronds-points, étages, etc. Donc c'est extrêmement complexe, extrêmement dommageable dans le paysage. Ça, c'est un des éléments. Un autre élément, c'est la possibilité aussi d'offrir en fait de nouveaux espaces en zone d'utilité publique par rapport à des infrastructures publiques, type scolaire, salle de classe, salle de sport, qui sont nécessaires aujourd'hui. Et puis toute la politique de la mobilité. Oui, alors vous l'avez dit dans le cadre de ces discussions, c'est avant tout un projet de société, c'est pas juste une histoire de route. Effectivement, l'idée c'est aussi de dire qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes, qu'est-ce qu'on veut pour demain. Alors c'est vrai que c'est pas très populaire. Et ça fait déjà quelques années qu'on parle de la fin de tout à la voiture. Et aujourd'hui, la région a fait beaucoup d'efforts pour développer les transports publics. Les communes font beaucoup d'efforts aussi en matière de mobilité, de politique de stationnement. Et puis, on essaye de faire comprendre aux gens que tout à la voiture, c'est probablement fini. Tout le monde admet que c'est la congestion. Tout le monde dit oui, mais moi j'ai un besoin particulier, donc j'ai une légitimité de prendre le véhicule. Et malgré tout, la réalité est là, on ne peut plus rouler, donc il faut trouver d'autres solutions. Et c'est vrai que ce n'est pas en construisant une infrastructure routière beaucoup plus importante que ça va diminuer. Au contraire, ça va faciliter l'utilisation de la voiture. Et puis ça va générer d'autres aspects aussi. Il y a aussi derrière ce vote une forme de solidarité vis-à-vis des communes périphériques, puisque la réalité c'est que si on construit un ouvrage tel que celui-là, on va reporter le problème sur les communes voisines. Et donc, c'est une vision que finalement le Conseil, et notamment les jeunes conseillers, ont promulguée durant la soirée. Ouais, et donc, du coup, cette décision a pour conséquence qu'il ne sera a priori pas possible, à l'avenir, d'imaginer, si, je ne sais pas, dans 20 ans, 30 ans, on veut remettre ça sur la table, ce ne sera pas possible. Non, alors, on ne le sait pas. C'est difficile aujourd'hui. Il faut admettre que l'emprise qui était définie sur les plans, évidemment que si on la supprime et qu'ensuite il y ait d'autres constructions, ce sera plus possible de la faire. Par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'un jour, les autorités futures n'auront pas la possibilité technologique ou technique de proposer quelque chose. Peu après le Conseil, un ingénieur dans le domaine de la construction me dit s'il y a une vingtaine d'années, ça coûtait X francs et il y avait un certain
certain nombre de difficultés techniques. Aujourd'hui, on pourrait probablement peut-être imaginer d'autres choses moins coûteuses, plus directes, qui seraient aussi en tunnel ou tranchée couverte, avec des prix qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on a évoqués par rapport au projet. Donc, on abandonne l'emprise, mais ce qui ne veut pas forcément dire que dans un futur, il n'y ait pas d'autres possibilités. Oui, vous n'hypothéquez pas l'avenir, c'est ce que vous nous dites. C'est ça. Oui. Dans les faits maintenant, concrètement, c'est le feu vert pour un nouveau plan directeur communal. Voilà, c'est que évidemment cet objet était un objet stratégique. La municipalité ne voulait pas prendre seule la décision d'abandonner ceci, puis finalement se retrouver peut-être après avoir fait encore des investissements pour finaliser un plan, puis que ce plan soit refusé. Donc en fait, on a aujourd'hui le feu vert et une direction à prendre pour finaliser le plan directeur communal qui donnera en fait les axes de développement pour les 15, 20, 30 prochaines années. Alors vous avez déjà donné quelques éléments au début de l'interview, mais dans la tête du syndic, à quoi ressemble Coppet, à quoi devrait ressembler Coppet, allez, dans 15 ans? Alors, je l'ai déjà dit au début de ma prise de fonction de syndic en 2011, mon idéal, c'est d'avoir aux 3 entrées du bourg 3 parkings souterrains. Comme quoi, on sait que la voiture, on doit la limiter, mais on a aussi conscience que si on veut que les gens puissent se parquer, si on veut une certaine qualité de vie, si on veut que nos commerçants puissent bénéficier d'un certain dynamisme, il faut que les gens puissent y accéder, puissent venir. Donc c'est ça la vision, c'est d'avoir 3 parkings souterrains, un château magnifique, dynamique, avec la possibilité, vu les transports publics qui se développent, vu aussi certains parkings pour des bus, un château qui se dynamise aussi en termes de visiteurs, des établissements publics qui permettraient aux citoyens de Coppet de se rencontrer autour d'un verre, mais aussi autour d'une bonne assiette. Et puis, effectivement, une traversée de bourg, on va dire, apaisée, avec des trottoirs beaucoup plus larges, donc des véhicules qui passeront, c'est sûr, et des véhicules qui seront quand même en nombre important, mais qui passeront à une vitesse qui fait que le citoyen se sentira en sécurité et des commerçants qui seront contents de voir aussi que les véhicules puissent accéder vers eux. Gérard Produit, merci beaucoup. À bientôt. Oui. Et justement, on reste à Coppet avec l'édition 2018 des Jardins en Fête qui innove cette année. La manifestation qui se tiendra du 11 au 13 mai au château de Coppet accueillera notamment un nouveau bistrot. Florian Cavalleri. Ben oui, une 13e édition sous le signe des jardins gourmands. Les fleurs dans l'assiette, les herbettes associées au chef cuisinier, c'est tendance ces dernières années. Donc on a décidé de promouvoir cette formule. On a transformé pendant 3 jours les écuries en un restaurant un peu bistrot. Avec les chefs Eldora qui proposeront un menu le vendredi après-midi, à midi, et le samedi et le dimanche, un brunch pour les familles, puisqu'on est aussi sur le week-end de la fête des mères. Pour la première fois pendant la manifestation Jardins en Fête, les visiteurs des Jardins en Fête pourront visiter aussi le château. On a étoffé ce qu'on a appelé depuis l'année dernière le carré des enfants, avec des activités d'une part offertes par l'arboretum d'Aubonne, un jeu de piste à travers le parc, à la découverte de la nature, mais aussi du maquillage sur le thème feuilles et fleurs, du cirque, de coloriage, dessin, en concours, découvre, reconnaît les légumes et les fruits que tu manges, parce qu'ils ne savent pas toujours ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Assurer une protection durable des eaux souterraines, c'est l'objectif d'un projet pilote qui vise à préserver les forêts filtreuses d'eau. Un projet qui a permis la signature d'une convention, notamment avec le SIDER, le service intercommunal de distribution d'eau potable de Rolle et environ. Avec nous, son président Cédric Echenard. Bonjour. Bonjour. Alors l'importance, il faut le rappeler avant toute chose, l'importance de cette filtration naturelle qui sont nos forêts. Tout à fait. C'est quelque chose qui est insoupçonné du grand public. L'eau souterraine en milieu forestier est d'une qualité qui approche la pureté et on peut pratiquement la boire sans un traitement ultérieur. Donc à Bursin, nous avons construit un nouveau réservoir qui a permis de récolter toutes les eaux de source qui allaient au trop-plein, surtout dans le village de Bursin, et de détruire des anciens ouvrages qui ne répondaient plus aux normes, qu'il a fallu rénover à des coûts énormes. Donc
C'est en faisant cet ouvrage qu'il y a 12 sources qui regroupent les villages de Gilly, Bursin et Vinzel que les milieux forestiers nous ont approchés. C'est un projet qui date de plusieurs années de l'inspecteur forestier, M. Trebeau. Et tout projet demande quelques années avant sa mise en place. Évidemment. Alors là, ce qui est important dans le cadre de cette étude, c'est évidemment l'interdépendance des fonctions qui sont assumées par, d'un côté, les propriétaires, les exploitants, et de l'autre, les distributeurs d'eau. C'est un travail en commun. Tout à fait. La législation nous oblige, par l'autocontrôle, à contrôler les autres sources en milieu forestier. Les fontainiers, qui sont les professionnels de l'eau potable, doivent aller sur place. Par contre, on a aussi les gardes forestiers qui sont tout le temps aussi en forêt. Donc, on a voulu lier l'utile pour permettre à économiser chacun les forces en ressources humaines, parce que le fontainier ne contrôle pas que les autres sources en milieu forestier, mais d'autres sources. Et c'est par l'approche d'un partenariat qu'on a pu mettre le contrôle en place. Alors, les éléments qui vont être mis en place, parce qu'il y a des petites choses, justement concernant notamment ces exploitants, qui vont être mises en place. Alors, il y a notamment, par exemple, planter davantage de feuillus, mais il y a des choses peut-être qu'on ne s'attend pas forcément, c'est lié, par exemple, à l'huile qui est utilisée pour les tronçonneuses. Exactement. Alors ça a déjà été mis en place dans le cadre du sidéré en janvier 2017. Donc ça fait pratiquement 18 mois qu'on a cette convention fonctionne. Et c'est l'utilisation des machines, notamment les tronçonneuses. Donc bien sûr, les tronçonneuses, tout le monde a déjà utilisé des huiles biodégradables pour éviter d'abîmer le milieu forestier, parce qu'il faut éviter de polluer les sources. Mais on a été plus loin en mettant cette convention en place, quelque chose qui soit vraiment dans la loi, qui soit inscrit. Ça se faisait par les connaissances et tout, mais maintenant c'est quelque chose, une contrainte. Bien sûr, qui dit contrainte dit plus de la mise en place au niveau du matériel à apporter. Alors, c'est le sidéré qui participe financièrement à ce matériel, donc simplement la tronçonneuse accompagnée d'une réceptacle en plastique et puis aussi de produits absorbants s'il y avait débordement. Oui, alors on le voit là, vous êtes venu avec une carafe, avec des gobelets. Juste boire l'eau du robinet, juste ça, c'est un geste qui pour nous est évidemment naturel, mais l'accès à l'eau potable est un enjeu majeur de ce 21e siècle. Alors tout à fait, et puis Madame de Quattro qui a piloté aussi le projet, parce que ça vient quand même de l'État. Oui, la conseillère d'État l'a rappelé, l'eau c'est la matière, c'est l'or pour nous, pour la suite, quoi. Donc il faut vraiment le protéger, parce que l'eau potable, si on n'a pas besoin de la traiter pour la boire, c'est aussi des coûts au moins pour tout le monde. Oui, il y a des éléments économiques évidemment qui entrent en jeu. On profite de votre présence, vous êtes aussi municipal rollois, pour faire un point sur le chantier des Grandes Buttes à Rolle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, le chantier, il va démarrer le 4 juin prochain, en tout cas pour les travaux des services communaux, donc c'est le remplacement des canalisations en souterrain pour la rue du Temple, donc c'est entre la Grande Rue et les Grandes Buttes, et puis sous la ruelle des Jardins en traversant la place du Marché. Donc ce chantier va impliquer la suppression des 55 places de parc situées au centre-ville de Rolle, la place du Marché. Ce qui fait que notamment les commerçants sont particulièrement anxieux. Tout à fait. Alors la municipalité avait imaginé l'année passée de faire un transport de navettes électriques, puis un parking délocalisé, puis d'amener les visiteurs, les habitants, les citoyens au centre-ville par des navettes. Ces navettes avaient deux défauts, c'est qu'elles ne fonctionnaient pas le week-end, en tout cas le dimanche et la nuit. Le coût aussi était quand même quelque chose qui est à prendre en compte, mais surtout c'est produit révolutionnaire, homologation, pas à la disposition avant le mois de septembre. Donc on a dû trouver quand même des solutions alternatives et on a mis en place des parkings délocalisés dans le secteur. On va pouvoir rendre à partir du 4 juin 66 places sur les 55 places qu'on supprime. Et une dernière chose avec vous, vous allez ajouter une nouvelle casquette à vos différentes fonctions, vos différents mandats politiques. Là, c'est député au Grand Conseil. La sermentation aura lieu le 3 juillet. C'est une étape, j'imagine, importante dans votre parcours politique. Alors, tout à fait. C'est aussi une belle surprise. Je ne m'attendais pas que ce soit aussitôt. Je m'étais mis dans la liste l'année passée. Le premier vient ensuite sur la liste du Parti socialiste. Voilà, ma camarade Fabienne Frémont-Canton est entrée au conseil d'administration de la BCV. Donc, j'ai accepté
d'aller au Grand Conseil. Alors, je dois réorganiser ma vie politique, surtout. Le côté professionnel, j'ai obtenu aussi un accord pour pouvoir baisser le taux d'activité. Oui. Et le sidéré, je suis le président, mais je vais remettre ma présidence le 21 juin prochain lors du conseil intercommunal. Et il y aura une élection à la nouvelle présidence. Cédric Echner, un grand merci pour votre présence. On vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour le débat. Il sera question de mobilité, troisième voie autoroutière entre Nyon et Genève. À tout à l'heure. Merci. Je vous le disais en titre, l'auberge de Trélay tient enfin ses tenanciers. C'est un couple qui sera au piano de l'une des plus anciennes auberges de la région. Le projet aura coûté près de 6 millions de francs pour la rénovation du bâtiment et la création de 3 appartements et 5 chambres d'hôtel. Florian Cavalieri. Pour la commune de Trélay, aujourd'hui, 1500 habitants presque, c'est vraiment important d'avoir une auberge villageoise, d'avoir un service offert à toute notre population, qu'on puisse avoir un lieu un peu convivial afin d'amener un petit peu de vie à notre village. Donc on se réjouit vraiment qu'elle ouvre et on espère que ça ira dans cet état d'esprit. On a pu faire un projet qui est vraiment clair, qui est ouvert. On est vraiment confiant, on est sur un axe et on a fait, je pense, une jolie découverte avec les aubergistes, Madame et Monsieur Mazur, qui, on est persuadé, nous donneront vraiment grande satisfaction. Nous, on a une approche très villageoise, on avait vraiment envie de quelque chose de très convivial. Donc une auberge commune, pour nous, c'était évident. Et quand on a découvert le projet dans un article dans le journal à Trélay, la situation et l'état d'esprit que donnait la commune à l'auberge nous a tout de suite séduits, donc on a pris contact pour la suite. Un café culinaire, plus sur le côté bistrot, et le soir une table, quelque chose de cosy, ouvert à une clientèle familiale et de clientèle qui veulent se faire plaisir, avec des goûts simples, tranchés, avec des produits qui parlent à un maximum de personnes et surtout en restant sur le local. On veut que notre clientèle se sente bien, que ce soit à l'accueil ou au départ. C'est un bon moment et que les clients soient contents, c'est surtout ça. Sur la façade, c'est 1802. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'elle est en place. Nous, on a pensé que c'était vraiment important de redonner vie, de donner un nouveau souffle, une rénovation concrète de ce bâtiment. Ça veut dire qu'on l'a quand même restauré de fond en comble. On a pu y recréer 5 chambres d'hôtel, on a pu y créer 3 appartements et tirer un profit maximum de l'espace qui nous était disponible. On a commencé les premières discussions en 2015 déjà. On a passé par 3 demandes de crédit au conseil. Un premier crédit qui était une étude du projet, ensuite une étude de coût et pour finir le crédit de construction. Et c'est vrai, le coût total de l'opération, 5,8 millions. Je crois que c'est un projet qui a quand même suscité beaucoup d'engouement du conseil. On a pu les intégrer à suivre quelle réflexion. Je crois que c'est dans un état d'esprit constructif aussi et puis d'entente avec le conseil qu'on a pu aller de l'avant avec ce projet. Et le conseil nous a fait confiance pour mener à bien ce projet. On est encore un petit peu en délicatesse pour fixer vraiment la date de l'inauguration parce qu'on a encore quelques éléments qui ne sont peut-être pas vraiment maîtrisables pour arrêter pile le jour de l'ouverture. Donc on attend encore un petit peu pour se prononcer. Cela étant, on a signé le bail avec nos aubergistes pour le 1er août. Et si tout va bien, on devrait normalement être aux alentours du 1er août pour faire l'ouverture. C'est une petite banque à taille humaine, mais au succès grandissant. La Caisse d'épargne de Nyon souffle cette année ses 90 bougies. Et pour en parler, nous sommes avec Cyril Favrel. Bonjour. Bonjour. Fondé de pouvoir à la Caisse d'épargne de Nyon. Alors, je vais juste donner 2 chiffres qui sont assez révélateurs de la progression de la banque. Premier bilan de la banque, c'était en 1828, 12 800 francs pour le bilan. 2017, le bilan de la banque est à 431 millions de francs. Sur une année, entre 2016 et 2017, c'est plus de 50 millions de progression. Bref, tout va bien à la Caisse d'épargne de Nyon. Tout va bien, merci. Donc effectivement, près de 2 siècles d'existence, dans un chiffre dont nous sommes extrêmement fiers en tant que collaborateurs, la direction ainsi que les membres du conseil d'administration. Comment expliquer une telle progression, on va dire ces 10 dernières années, mais notamment sur l'année dernière, c'est notamment avec un afflux de nouveaux clients, un nouveau type de clientèle qu'on n'avait pas forcément l'habitude de traiter auparavant. Quel type de clients ? Des clients institutionnels. Je pense à des assureurs, notamment
notamment à des caisses de pension. Donc toute de la région, hein, notre volonté c'est quand même de rester dans le district de Nyon pour faire aussi profiter après des personnes ou des sociétés qui souhaiteraient faire des achats immobiliers, obtenir des crédits. Et ça, c'est un élément qui est vraiment dans l'ADN de votre banque, c'est cet aspect proche, la proximité. C'est ça qui explique, on imagine aussi le succès. Je pense que oui, il faut savoir que la plupart des collaborateurs, ça fait déjà 10 ans pour la plupart qu'on est tous présents. On a un site à Nyon depuis un siècle maintenant où on est propriétaire de l'immeuble à la rue Saint-Jean à Nyon. Donc ça permet aussi aux clients de se retrouver, d'être reconnu par son banquier. Donc ça aide aussi, ça aide la confiance, proximité. On a toujours des guichets qui sont à disposition de nos clients, qui ne sont pas surtaxés pour des opérations qu'ils feraient en direct, en cash à nos guichets. Et puis, je dirais aussi un conseil d'administration qui est là, en place, un président depuis 30 ans maintenant au service des sociétaires. Alors, c'est une société coopérative et il y a donc des sociétaires. Rappelez-nous le principe. Si moi, je veux être client chez vous, il faut que je devienne sociétaire. Alors, je dirais plutôt l'inverse. Donc, si vous voulez être sociétaire, il faut d'abord être client de chez nous. Après, bien sûr que le capital est ce qu'il est aujourd'hui, d'1 200 000 francs. Il n'y a pas de volonté de l'ouvrir, de l'agrandir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les parts sont toutes attribuées. Mais bien évidemment qu'il y a une liste d'attente pour les personnes qui seraient intéressées de devenir sociétaires. Il y a quelques conditions. Bien évidemment, l'une des premières, c'est de jouer le jeu de la Caisse d'épargne de Nyon en étant client, en étant pour un achat immobilier, de nous consulter pour un crédit. Alors, on sait évidemment que, même si ça va un peu mieux aujourd'hui de manière générale dans le secteur bancaire, le secteur a été très chahuté avec la crise notamment. On a le sentiment que la Caisse d'épargne de Nyon, cette crise est passée au-dessus de vous, sans vraiment vous impacter. Alors oui, effectivement, c'est une chance qu'on a. Je dirais que c'est grâce aussi au modèle qui a toujours été prôné par nos dirigeants, à savoir récolter et sécuriser l'épargne des habitants du district et de le redistribuer sous forme de crédit hypothécaire. Donc on va dire que le risque engagé aujourd'hui par la banque, et qu'il le sera certainement demain aussi, il est purement immobilier et immobilier local. Au vu de la région du district de Nyon, bassin lémanique, proche d'un aéroport international. Ça limite forcément les risques. Ça limite les risques et on n'a jamais eu à cœur de faire de la gestion de fortune sur des marchés étrangers, émergents. Alors on se prive des fois de bénéfices. Oui, je vais vous dire, j'imagine qu'il y a une certaine clientèle qui tape à votre porte et qui pourrait vous amener un portefeuille conséquent. Alors, vous les refusez ? Non, on ne refuse pas. Si le client décide... il aura toujours le dernier mot sur la gestion de son portefeuille. C'est-à-dire que nous, on sera toujours à même de lui proposer des transactions boursières, mais ce ne sera jamais nous qui allons prendre le leadership sur cette gestion de fortune. Le client aura tous les outils à disposition, mais sera seul décisionnaire de ses propres placements. Après, il y a certains marchés sur lesquels on ne pourra pas, parce que nous ne travaillons pas en dollars, par exemple, donc ça va limiter aussi les investissements. Alors, il y a des tendances de fond dans le secteur bancaire. On sait que la réglementation est de plus en plus lourde, importante. Il y a aussi un autre élément, c'est typiquement tous les coûts liés à l'informatique, à la numérisation. On imagine qu'une grande banque internationale, évidemment en mutualisant les coûts, peut se permettre de s'adapter. Qu'en est-il d'une banque de votre taille ? Alors, on est quand même soumis aux mêmes critères, aux mêmes réglementations que nos confrères. C'est vrai qu'aussi sur l'aspect informatique, nous collaborons avec une banque régionale également, mais qui est une banque en Suisse alémanique, la Hypothecar Bank de Lenzburg, pour la citer. Donc, c'est aussi un partenaire local, donc les coûts sont quand même maîtrisés. Après, tout ce qui est de numérisation, nous, on est à l'ère de l'e-banking. Aujourd'hui, quand on parle du tout numérique pour les clients des banques, ce n'est pas notre volonté demain d'être 100% numérique. On aura toujours le contact en direct avec le client, que ce soit par téléphone, par mail, bien évidemment. Vous dites qu'il n'y aura pas de robot advisor au sein de la Caisse d'épargne ? Certainement pas demain. Qui nous dira quand on fêtera les 200 ans. Alors c'est certainement un phénomène générationnel qui nous poussera à moderniser nos outils et à offrir un panel large à l'ensemble de nos clients. Cyril Favrel, merci. Donc fondé de pouvoir de la Caisse d'épargne de Nyon qui fête cette année ses 190 ans. On vous l'a certainement déjà dit, mais vous ne les faites pas. Merci, vous aussi. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.